Mimi, ou quoi? Ça fait longtemps. Bah ouais, c'est clair. Bon, Cool pour cette petite sortie là. C'est trop cool. Ouais. Tu m'amènes sur ton boat? Ouais, carrément. Alors là, on va sur ton bateau, puisque tu prépares de toute façon un voyage au-delà, en tout cas, du territoire. Et c'est l'occasion d'aller tester un peu le matos aussi, et puis se rendre compte de comment est-ce qu'on navigue sur un voilier quand on navigue dessus surtout. C'est la première fois que je vais sortir les voiles, les nouvelles voiles que je viens d'avoir là. Ça va être un peu une sortie test, et puis bah aussi ça fait longtemps que je suis pas sorti, donc ça va faire du bien de revoguer un peu et de refaire tourner un peu le bateau, quoi. Bon, bah, parfait. Donc là aujourd'hui, on fait de la voile. Oui, on va avoir assez de vent. Normalement, les conditions météo devraient être assez bonnes. On devrait avoir un petit 15-20 nœuds de sud-est, donc pour aller en destination La Reynière. Je suis Teiki Bourget, donc soudeur de profession, donc soudeur naval et en bâtiment, et capitaine de mon bateau sur lequel j'habite, qui s'appelle donc le Ramblin' Rose. Vu qu'on va partir à la gîte avec les voiles, il faut donc un peu caler les affaires, fermer les vannes. Là, je vais démarrer le moteur. Et puis donc on va faire une manœuvre au moteur pour quitter l'emplacement. Je vais te mettre à la barre et je vais hisser la grand voile face au vent. On va se mettre sur le cap de La Reynière, j'ai un GPS. Et ensuite on déroulera à la demande la voile d'avant, donc le génois. Parfait. Bon, bah, c'est moi qui pilote alors. Ce sera toi à la barre pour les manœuvres, ouais. Bien à vous. Mais je te fais confiance. Oui, t'inquiète. Donc là, c'est toute la gestion du moteur, démarrage moteur, et le cadran des informations sur température moteur, etc. Donc voilà, moi pour démarrer, c'est assez simple. On attend le bip et on démarre, juste un bouton. Voilà. Ensuite, je vais allumer tout ce qui est GPS et pilote automatique. Donc, hop. J'allume aussi la VHF sur le canal 16, c'est le canal de secours. MRCC pour Ramblin' Rose. Je vous contacte pour vous prévenir que je compte faire une sortie en mer à destination de La Reynière avec 7 équipages à bord et un retour prévu pour début de soirée, 19h, 20h par là. Bien reçu, je reste sur le canal 16. Merci. On est représenté par ce petit point là et on va donc rentrer la destination. Donc je dézoome un petit peu à La Reynière, donc qui est ici. Donc il suffit d'appuyer longtemps. Le GPS après il me donne donc la distance à parcourir, l'heure d'arrivée et le relèvement compas, donc à avoir sur notre compas dehors, ainsi que donc la vitesse du bateau, profondeur, l'heure. Tu vas prendre la barre? Ouais. Tu sors là. Un revenant. Ok Mimi, bon on va pas tarder. Ok, bon on va hisser la voile. Tu te mets face au vent Mimi? Tu baisses un peu les gaz? Réduis un peu les gaz? Voilà, good. Ok, je vais hisser. Encore plus face au vent. Voilà, allez, parfait. Attention. Ouais, ça va commencer à agiter après. Vas-y, vas-y. À fond, à fond, à fond, à fond. On va sortir le génois.
c'est le vent idéal en fait. Pour mon bateau, en tout cas, c'est un super vent parce que moi j'avance bien. J'ai pu mettre toute la voilure et on fait du 5 nœuds 5, 6 nœuds, donc c'est une très bonne vitesse pour mon bateau. Ouais. Super condition. Et au grand largue travers. Donc le vent il vient de là, 3/4 arrière. C'est comme ça qu'il faut qu'en fait, quand même on fait des longues navigations, c'est les bords qu'on prend, quoi, qu'on fait. Parce que le bateau se met légèrement en gîte, donc il est calé, il ne roule pas. Et donc on a un appui sur les voiles et on avance super bien. On a les vagues, le courant qui nous pousse. Donc c'est conditions parfaites, quoi. Au bout d'1 heure de navigation, nous arrivons à l'îlot La Reynière, dès qu'il se met à la manœuvre pour affaler les voiles et amarrer le bateau. On a pris donc un coffre sur les îlots qui sont mis à disposition là, par la province sud pour éviter justement de mettre l'ancre dans les herbiers pour les tortues. Alors donc ça c'est un terme marin, on parle de coffre, c'est tout ce qui est en fait, c'est la même chose qu'un corps mort, donc c'est un gros lest en béton ou autre. Qui est mis à disposition par la province sud avec donc, des haussières et des bouées sur lesquelles on vient mettre nos haussières. Sur un bateau, on ne parle pas de cordes ou de ficelles, surtout pas de ficelles, on parle de bout. Et donc il y a différents bouts et une haussière c'est un bout qui est dédié pour amarrer les bateaux, que ce soit sur un quai ou sur un coffre. Ah bah midi, je me demandais pourquoi est-ce que j'avais un petit creux, mais ça c'est l'air salin. Ça donne envie de manger. Ouais, c'est clair, on va se préparer un bon petit sashimi là. Ah oui, à l'ancienne. Du coup tu me passes tout, hein? Je passe tout par le passe-plat. Ça va suffire. Ouais, mais sors aussi dans le deuxième tiroir, t'as un couteau orange, deuxième tiroir là. Mais hein, c'est bien. Quand on part sur un voyage hauturier, c'est clair qu'il y a une grosse préparation et un gros remplissage des cales du bateau. En général, on part aussi beaucoup avec des conserves parce que c'est quelque chose qui se garde bien sûr donc longtemps. Et il y a aussi maintenant un souci de quand on est en voyage hauturier, on arrive dans un autre pays. Et généralement, quand on arrive dans un autre pays, tout ce qui est frais, produits laitiers, etc., c'est interdit. Donc il faut soit les avoir consommés avant, pendant la traversée, sinon ils sont confisqués par le phytosanitaire. Dans un voyage hauturier, il y a toujours une présence sur un bateau. Oui, il y a toujours quelqu'un qui est à poste ici et qui est réveillé. En fait, c'est surtout donc pour... Il n'y a pas grand-chose à faire en soi, c'est vraiment juste de la vigie. C'est-à-dire donc surveiller si on ne voit pas des lumières d'autres bateaux autour. Donc de temps en temps, il faut faire un tour d'horizon. Et puis pour surveiller donc le pilote automatique, surveiller les voiles, si le vent il change de direction, si le vent il tombe, si n'importe, il faut adapter donc la marche du bateau en fonction des conditions. Donc, et même dans la nuit, les conditions changent des fois. Donc il faut quelqu'un qui soit là en vigie. Ouais. Il faut savoir qu'un pilote automatique, c'est pas que le petit boîtier qu'on voit là, c'est un gros vérin donc mécanique ou hydraulique qui actionne le volant de barre. Et donc c'est un truc qui nécessite de l'énergie. Et quand on est en longue navigation sur une semaine ou 2 semaines ou même des fois plus, il faut quand même économiser l'énergie, quoi, parce que ça prend beaucoup, quoi. Le radar déjà qui est allumé, il y a le GPS, bon encore que le GPS en hauturier on peut se permettre de l'éteindre parce que une fois qu'on a un cap, on sait, on n'a pas besoin de l'avoir allumé tout le temps. Mais ouais, il y a le radar, il y a tout ça qui est allumé, donc
ça pompe de l'énergie. Voilà, gestion de l'énergie, il faut... Et en plus, énergie, c'est autant pour tout ce qui est électronique, mais aussi les marins, quoi. Il faut, pour ça qu'on fait des quarts, pour ça il faut se reposer, c'est important d'être reposé. Tant que tout va bien, c'est bien. Mais on peut avoir le mât qui casse ou une voile qui se déchire et ça se passe en une fraction de seconde et il faut être réactif. Parce que quand il n'y a pas le droit à l'erreur à ce moment-là, il faut être réactif et faire les bonnes décisions, sinon on peut vite chavirer, casser du matériel encore plus. Et là, on se retrouve bloqué au milieu de l'eau, quoi. J'ai 3 batteries au gel. Donc c'est des batteries à décharge lente qui sont faites exprès pour donc, tout ce qui est l'électronique qu'on a à bord, donc les frigos et les instruments de navigation. Donc j'ai 3 batteries de 220 ampères, donc ce qui me fait une banque de 660 ampères pour gérer donc, mon congélateur, frigo, pilote automatique, etc. Et pour recharger ces batteries, j'ai un panneau solaire et une éolienne D400 là, qui fournit donc, la charge de ces batteries. Là aujourd'hui on est en train de charger, je pense que là en plus à midi on a le meilleur rendement. Donc je pense qu'on doit fournir l'éolienne et le panneau solaire. Je dois être à une production de 20-25 ampères heure. Donc vu que en général les batteries on fait en sorte qu'elles descendent jamais trop bas. Et parce qu'elles ont quand même, il y a toujours le vent qui tourne, il y a toujours le soleil, un peu de luminosité. Donc elles ne sont pas complètement déchargées. Et là je pense que vers 1 heure et demie, on aura chargé complètement la banque d'énergie. J'ai un moniteur qui m'indique donc la charge de mes batteries, donc à quel pourcentage je suis de charge, et la charge que je rentre ou que je sors. Donc en fait, ça c'est un truc que je vais vérifier régulièrement. Mais ça c'est un truc que même en navigation ou au mouillage, je vais vérifier pour savoir où j'en suis, savoir si je peux tirer. Des fois, il va falloir que j'éteigne certaines choses pour pouvoir pallier. Quand je vais partir dans d'autres pays où on a moins de soleil qu'ici, parce qu'ici on a vraiment de la chance, on a du vent et du soleil quand même une majeure partie de l'année. Donc c'est vrai que c'est les latitudes et ici c'est vraiment magique pour ça, quoi. Alors moi j'ai vécu 17 ans sur un bateau et j'ai pris la mer, j'avais 1 an. C'est mon père qui a construit le bateau d'ailleurs, qui s'appelle Le Petit Frère. Et on a voyagé jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Mon frère, lui, il est né à Mayotte, il avait 2 jours quand il a pris la mer. Donc autant dire qu'on est un petit peu des pionniers, surtout mes parents, parce qu'à l'époque où ils voyageaient, c'était déjà la mer était un espace de liberté extraordinaire. Aujourd'hui, je crois que les choses sont beaucoup plus quadrillées. On n'est plus aussi libre sur mer qu'on pouvait l'être il y a 30 ans. Et du coup, j'avais des parents très marginaux qui avaient décidé de voyager, d'être surtout le plus loin possible du système. Et le mot d'ordre, c'était s'il y avait plus de 2 bateaux dans une baie, de toute façon, on restait pas longtemps, quoi. Voilà, on ramenait l'ancre et puis on repartait vers de nouveaux horizons, souvent des plages désertes, comme les Chagos par exemple. Ça, c'est vraiment des endroits que je garde au fond de moi parce que c'est des endroits auxquels on ne peut plus y aller maintenant parce que je crois que c'est des réserves militaires. Et voilà, donc on a quand même pas mal sillonné les mers pendant une dizaine d'années. Moi, je suis arrivée ici, du coup, j'avais 8 ans. J'ai appris à lire et compter sur le bateau, bien sûr. Et puis, j'ai fait ma scolarité jusqu'au bac. Après, j'ai fait mes petites affaires, mais je suis quand même restée 17 ans en tout sur le bateau. À quai, après. Donc, comme on peut voir Teiki qui vit au mouillage, j'ai vécu pareil pendant des années. On allait à l'école en annexe. Et puis, on revenait le soir en annexe. Et puis, quand tu faisais les courses, c'était toute une organisation. Mais au final, quand tu connais que ça et que tu n'as pas de point de comparaison, tu le vis très bien. Et l'avantage, c'est que quand tu as vécu une vie de bateau, tu peux t'adapter partout. Donc, en fait, c'est un peu le passeport de la possibilité de faire ce que je veux aujourd'hui, puisque je m'adapte partout. Donc, c'est chouette. Si je faisais la vaisselle à 6-7 ans, voilà, parce qu'on avait 2 pédales, je me souviendrai toujours, tu en avais une pour l'eau douce, une pour l'eau de mer. Donc, tu laves à l'eau de mer, tu rinces à l'eau douce. Voilà. Donc, tu étais comme ça pendant des heures, quoi. Mais c'était marrant parce que, du coup, tu participais à tout. Et puis, quand t'es gamin, c'est ton terrain de jeu, le pont du bateau. Donc, c'est un pont encombré. C'est un pont où il y a, normalement, qui ne devrait pas l'être, mais c'est un pont où il y a peu d'espace, finalement. Alors, heureusement, quand t'es petit, tu vois tout grand. Et puis, à un moment donné, quand tout le monde a sa taille adulte dans le bateau, t'as qu'une envie, c'est de peut-être avoir un appartement, une maison, quelque chose qui ressemblerait au commun des mortels, si je puis dire. Voilà.
Et moi, c'est ce que je voulais quand j'avais 17 ans. Je voulais avoir une vie comme mes copines, pouvoir recevoir, parce que c'est vrai que quand tu habites sur un bateau, t'as pas la même adolescence qu'une jeune fille qui a sa chambre ou qui a son espace à elle. Donc oui, c'est des concessions aussi. Mais après, c'est une habitude, c'est un style de vie. Puis quand tu connais que ça au départ, voilà, les points de comparaison, tu les as pas. C'est quand tu arrives en Calédonie, après, où tu te dis, mais c'est possible d'avoir un frigo? Ah, oui, ça serait sympa. Et en fait, petit à petit, tu t'adaptes. Mais sinon, on vivait très bien sans. Voilà, le magasin, c'est la mer. Tu vas te chercher ton poisson tous les jours. C'était l'activité d'ailleurs de papa en permanence. Il avait la tête sous l'eau les 3/4 de sa journée pour aller nous chercher à manger, quoi. Je ne l'ai pas tout à fait moi, le tour du monde en bateau. Mon père, oui. Mes parents, oui. Papa l'a peut-être fait 2 fois d'ailleurs. Mais non, moi j'ai pas eu le temps de le faire parce qu'on est parti de la Réunion, on a fait tout l'océan Indien, bon, on a fait les Mayotte, Madagascar, les Comores, on a fait les Seychelles, on a fait les Chagos, après on est redescendu sur la côte asiatique, enfin sur toute la chaîne asiatique, on a fait Malaisie, Thaïlande, Salomon, tout ça. Si la première fois de ma vie où je suis allée à l'école, c'est en Australie à Cairns, parce qu'on avait fait un stop de 6 mois. Avant d'arriver en Nouvelle-Calédonie. Et puis après, j'ai intégré l'école quand je suis arrivée, quoi. Et puis on devait repartir, on devait rester 2 ans et finalement, eh ben, je ne suis jamais repartie. C'était le Graal. C'était notre terre sainte, la Calédonie. Elle est hyper fonctionnelle. Tu as absolument tout, tu as accès à tout. Tu as ce passe-plat ici qui est formidable pour pouvoir passer la nourriture. Et puis là, ici, tu as plein de petits rangements à gauche, à droite qui peuvent te permettre de mettre tout ton matos, sachant qu'ici, tu as aussi des tiroirs. J'arrive à les ouvrir, voilà. Tiroir, il y a son four, hein, donc le four, il suit les mouvements du bateau, donc ça, c'est hyper intéressant d'avoir ça. Puis voilà, après ici, tu peux ranger absolument tout. Teki est quelqu'un d'hyper équipé. Donc ça c'est chouette, quand tu sors en mer avec lui, tu as tout sur place et c'est ce qu'on appelle des vraies vies de bateau. Voilà. C'est des vies où tu anticipes, où tu économises énormément, surtout l'eau d'ailleurs. C'est des choses comme ça auxquelles on a des notions plus petites qu'on a peut-être moins quand on vit dans une maison. Et quelque part, ça a du sens aussi parce que on apprend à préserver nos ressources. Et vu que les ressources... on a celles que nous donne la mer et puis il y a celles que tu as en termes de nourriture, etc. ou d'eau, où tu es quand même obligé de faire attention, quoi. Tu ne peux pas gaspiller comme tu as envie. Parce que l'eau ne se gaspille pas. Je me souviendrai toujours des campings. Voilà, Signal, les oui. premiers campings avec les 2 bateaux. Et... Avec les bateaux, tous les gamins, vous étiez 4, mais on était 2, donc vous étiez 2, donc du coup ça fait quand même... Les chasses au trésor. Les chasses au trésor, les pêches au crabe. Bref, il y avait vraiment de quoi faire. Et comme on était dans notre élément, nos parents, ils n'avaient pas peur. Ouais, de laisser. Des citadins n'auraient pas eu la confiance de laisser leur enfant le soir jouer jusqu'à pas d'heure sur la plage, alors que nous, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Ça fait partie de notre quotidien. De toute façon, ça fait partie de nous. Donc, toi, tu reprends carrément le style de vie de nos parents. Ouais. Donc mon père, Daniel Bourget, c'est un personnage, je dirais même dans le Pacifique, vu donc son parcours où il est passé par les Marquises. Il a fait aussi bien Wallis et Futuna, Vanuatu, beaucoup, et donc la Calédonie. Il a œuvré ici pour la médecine, c'était donc son métier, il était médecin chirurgien. Et aussi sa passion, donc ses passions, donc la voile et la musique classique. Donc il avait des chorales et puis il a navigué dans ces eaux-là déjà bien avant que je sois né. Il m'a transmis au moins cette passion, c'est la voile. Et l'amour de ces pays-là où justement on voit les gens simples et un mode de vie un peu plus simple que ce qu'on a l'habitude de vivre, du moins dans lequel moi j'ai grandi. Je prévois de partir sur l'Australie
J'aimerais faire la côte australienne, la grande barrière de corail, et remonter, et ensuite suivre le chemin, donc soit passant par l'Indonésie si c'est possible, et ensuite traverser l'océan Indien pour l'Afrique, donc Cap de Bonne-Espérance. Ensuite, je pense que mon parcours il va continuer, si je passe par le Cap de Bonne-Espérance, ça sera donc la traversée de l'Atlantique en remontant vers l'équateur et vers la Guyane et les Caraïbes et tout ça. Donc je pense que là c'est pareil, c'est un endroit où j'ai bien envie de visiter toute cette région, et il y a plein d'îles, c'est des paysages magnifiques. Et ensuite, donc, canal de Panama. Et canal de Panama, je pense que je vais un peu crapahuter sur les côtes Amérique centrale, Amérique du Sud, pour ensuite donc partir sur les Marquises. Je pense que les Marquises, je vais y rester, j'ai envie de dire comme ça, déjà au minimum 1 an. Et si ça me plaît, si je trouve un truc là-bas, vraiment, peut-être je peux y rester. Et puis ensuite, je pense boucler le tour quand même du monde en repassant par ici, parce que ma famille, elle est ici, maintenant. Ouais, ma petite bibliothèque que je me suis faite là, avec quelques aventures de voile, bien sûr, quelques cours de voile pour ceux qui s'intéressent d'apprendre un peu la voile et de savoir en quoi ça consiste. Et puis les photos de souvenirs, bien sûr, de la famille et qui vont m'accompagner. Et puis mon père là qui sur son bateau, les cheveux au vent. Donc voilà, lui il est là avec moi de toute façon. Et il naviguera toujours avec moi dans n'importe où j'irai. Quand on part en hauturier, donc il faut donc le radeau de survie, comme j'ai dit tout à l'heure, la balise de détresse et des fusées, donc différentes fusées, et un sac avec quelques vivres dedans. Il y en a déjà dans le radeau de survie, mais moi je vais toujours prendre donc bouteilles d'eau en plus, et toutes les bouteilles d'eau qu'on pourra choper, qu'on pourra jeter dans le radeau de survie, il faut le faire. Comme ça, on n'a pas de pénurie d'eau. Et en fait, j'ai un petit GPS à bord avec couteau, ligne de pêche, un petit kit de pêche. J'ai même un petit kit pour désaliniser l'eau à la main. Ça y est, on met le cap sur Nouméa. Teiki est bien concentré car le vent se lève et la nuit va tomber. On ne pourra pas rentrer directement. Il va nous falloir tirer des bords. Tu seras prêt à larguer? Tu prends la barre pour te mettre face au vent? Ouais. Ça, je vais hisser la grand voile. Un bon petit sud-est, ça aurait été valable. Tu fais une boucle comme ça, là. Vas-y, face au vent, t'es pas encore bien là. On va d'abord tirer un bord sur Nouville, on va arriver certainement au CHS. Il faudra tirer un bord vers l'Ilomètre pour reprendre après. Voilà. Là, on est bon. Voilà, si tu vises déjà la clinique, le CHS, là, c'est bien. Tu vois les toits rouges, là? MRCC pour Ramblin' Rose. Oui, Ramblin' Rose ici, MRCC, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc je vous préviens que ça y est, nous sommes rentrés de notre sortie en mer, donc tout s'est bien passé et on est de retour au Corps-Mort, donc voilà. Merci de votre assistance. Oui, bien reçu. Hein. Mais écoutez, j'ai laissé un message sur votre
répondeur de téléphone, donc n'en tenez pas compte. Merci à vous et bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée et à bientôt. Bon, bah c'est super, on a passé une géniale journée en mer. Tout fonctionne, Bah ouais, pas de casse, perdu personne, donc ouais, tout est bon. tout est bon. Bah ouais, impeccable. On a eu un temps génial, idéal avec Ouais, le vent. ouais. Et bah, de toute façon, on reste en contact puisqu'on va continuer à te suivre, en tout cas voilà, sur des Super, petites périodes comme ça pour voir où en sont les préparatifs pour ce grand voyage. Ça marche, avec plaisir. Bon, Et bah, à super. bientôt. Et nous, on se retrouve dans 3 semaines.